le changement climatique, ce n'est pas juste une histoire de science, hein. C'est avant tout un immense casse-tête politique. Alors, la vraie question, c'est qui décide, qui tire les ficelles, qui impose les règles et au final, qui paie l'addition. Allez, on va décortiquer ensemble la mécanique complexe de l'action publique pour l'environnement. On commence direct avec un chiffre qui met tout le monde d'accord sur l'urgence. Plus 3 degrés Celsius. C'est la trajectoire de réchauffement de la planète d'ici 2100 si, globalement, on ne fait rien de plus. Un chiffre tout simple, mais derrière, il y a des conséquences absolument dramatiques. La montée des eaux, la multiplication des sécheresses, des inondations, bref, le décor est planté. À la racine de tout ça, il y a un concept économique qui est vraiment la clé de tout, l'externalité négative. Imaginez une usine qui pollue une rivière. Le coût de cette pollution, que ce soit sur la santé des gens ou sur la nature, eh bien ce coût n'est pas payé par l'entreprise. C'est un coût externe qui est en fait supporté par toute la société. Le dérèglement climatique, c'est tout simplement la plus grande externalité négative de l'histoire de l'humanité. Et quand ces externalités, ces coûts cachés, s'accumulent et que les conséquences deviennent trop visibles, une simple préoccupation se transforme en ce qu'on appelle un problème public. C'est le moment où la société se tourne vers les politiques et dit « Bon, maintenant il faut faire quelque chose ». Le sujet est alors mis sur la table, à l'agenda politique, et le vrai débat peut commencer. Mais alors, qui participe à ce grand débat? Attention, ce n'est pas une simple discussion entre le gouvernement et les citoyens. Non, non, c'est une véritable arène remplie d'acteurs avec des intérêts qui, parfois, convergent, mais qui, très souvent, s'opposent. Voyons un peu qui sont les combattants. D'un côté, on a les scientifiques, comme ceux du GIEC. Eux, leur rôle, c'est de nous livrer les faits, bruts, et d'alerter sur les risques. Leur travail est essentiel pour éclairer le débat. À leur côté, il y a les ONG comme Greenpeace ou le WWF qui agissent comme des lanceurs d'alerte et mobilisent l'opinion. Le problème, c'est que leur influence a des limites, les scientifiques sont souvent peu écoutés des politiques, et les ONG, eh bien, elles dépendent de la générosité de tout un chacun pour exister. Ensuite, bien sûr, il y a les citoyens. Des marches pour le climat aux actions plus radicales comme les ZAD, la mobilisation met la pression sur les dirigeants. Le risque, c'est que ça s'essouffle avec le temps ou qu'on tombe dans le fameux syndrome NIMBY. Not in my backyard. Vous savez, le oui aux éoliennes, mais surtout pas dans mon jardin. Les partis politiques écologistes, eux, essayent de canaliser cette énergie, mais ils ont souvent du mal à transformer l'urgence écologique en vrai succès dans les urnes. Les entreprises, elles, jouent un peu sur deux tableaux. D'un côté, elles innovent, elles proposent des produits plus verts, mais de l'autre, elles exercent un lobbying intense pour freiner les lois qui seraient trop contraignantes, quitte à tomber parfois dans le greenwashing. Et en face, les pouvoirs publics, comme le ministère de la Transition écologique, sont souvent les parents pauvres du gouvernement. Peu de budget et une influence assez limitée face au puissant ministère de l'économie ou de l'industrie. Du coup, cette arène est un lieu de conflit permanent. On l'a bien vu en France avec la taxe carbone et la crise des Gilets jaunes. Mais, et c'est vraiment le point crucial, c'est aussi un endroit où la coopération est absolument vitale. Aucune avancée n'est possible sans que tous ces acteurs, à un moment ou un autre, trouvent des terrains d'entente. Bon, maintenant qu'on a vu les joueurs, voyons un peu les cartes qu'ils ont en main. Pour forcer les pollueurs à prendre en compte les fameuses externalités négatives, les gouvernements ont une véritable boîte à outils à leur disposition. En gros, il y a 4 grands instruments. La réglementation, qu'on appelle aussi la norme, le marché des quotas d'émissions, la taxation, bien sûr, et les subventions. Chacun a ses avantages et ses gros inconvénients. L'outil le plus simple, le plus direct, c'est la réglementation. C'est la loi qui dit « stop ». Ça, c'est interdit. Ou, à partir de maintenant, il faut faire comme ça. L'interdiction des sacs en plastique à usage unique, c'est l'exemple parfait. C'est efficace, c'est clair pour tout le monde, mais ça peut manquer de souplesse. Passons maintenant à une approche un peu plus sophistiquée. Et si on utilisait les mécanismes du marché pour combattre la pollution? Ça a l'air paradoxal, hein? Voyons comment fonctionne un marché du carbone. C'est le principe du pollueur-payeur, mais version bourse. L'État commence par fixer un plafond global d'émissions, le fameux cap. Ensuite, il distribue des permis de polluer. Une entreprise qui fait des efforts et qui pollue moins que son quota peut revendre les permis qu'elle n'a pas utilisés. À qui? À une entreprise moins vertueuse qui, elle, a dépassé son quota. D'un coup, la pollution a un prix. Le problème, c'est que ce système ne marche que si le prix du carbone est assez élevé pour vraiment inciter à changer. Et comme on le voit bien ici sur le marché européen, pendant des années, le prix était tellement bas que, franchement, ça n'incitait personne. C'est seulement en 2018, quand l'Europe a décidé de retirer des permis du marché pour créer de la rareté, que le prix a enfin grimpé et que l'outil est devenu plus efficace.
La taxation, c'est l'autre grande application du principe pollueur-payeur. En mettant une taxe sur le carbone, par exemple, on force le producteur à intégrer le coût de sa pollution dans son prix de vente. Ça crée ce qu'on appelle un signal-prix, qui pousse tout le monde, des entreprises aux consommateurs, à chercher des alternatives moins polluantes. Mais, et c'est là que ça devient socialement explosif, une taxe carbone, elle ne pèse pas pareil sur tout le monde. Proportionnellement, elle est beaucoup plus lourde pour les ménages modestes. Pour les 10% les plus pauvres, on voit que l'impact sur le revenu est presque 3 fois plus fort que pour les 10% les plus riches. C'est précisément cette question d'injustice sociale qui était au cœur du mouvement des Gilets jaunes. Allez, dernier outil, la subvention. Là, on passe de la politique du bâton à celle de la carotte. Si la taxe punit la pollution, la subvention, elle, récompense les bons comportements. C'est tout simplement une aide financière pour encourager les innovations vertes ou les activités qui, au contraire, ont des effets positifs pour toute la société. Ok, on a les acteurs, on a les outils, alors pourquoi est-ce que ça coince encore autant ? Eh bien, pour comprendre ça, il faut changer d'échelle et regarder ce qui se passe au niveau mondial. C'est là qu'on se heurte au redoutable paradoxe de l'action collective. Pour piger le truc, il faut revenir à la nature du bien qu'on essaie de protéger, le climat. En économie, on peut classer les biens selon 2 critères. Le climat, c'est un bien non excluable. On ne peut empêcher personne de profiter d'un climat stable. Et il est rival. Les émissions d'un pays dégradent le climat pour tous les autres. Et ça, c'est la définition exacte d'un bien commun mondial. Le problème, c'est que les biens communs sont sujets à ce que l'on appelle la tragédie des biens communs. L'idée est assez simple, quand une ressource est partagée par tous et que chacun agit uniquement dans son intérêt personnel, eh bien à la fin, la ressource est détruite. L'atmosphère, c'est notre plus grand pâturage commun et on est en train de le surexploiter complètement. Et la mécanique derrière cette tragédie, c'est le fameux problème du passager clandestin. Chaque pays a intérêt à ce que les autres fassent des efforts pour le climat, tout en continuant lui-même à polluer pour ne pas freiner son économie. On profite des efforts des autres sans en payer le coût. C'est l'obstacle numéro 1 à tout accord mondial efficace. D'ailleurs, toute l'histoire des négociations climatiques illustre parfaitement cette difficulté. On est passé du protocole de Kyoto, qui imposait des objectifs contraignants aux pays riches, à l'accord de Paris, qui, lui, repose sur des engagements volontaires de la part de tous les pays. C'est une approche plus juste sur le papier, mais aussi beaucoup plus difficile à faire respecter. En résumé, les points de blocage sont souvent les mêmes. Il y a bien sûr la tentation permanente du passager clandestin, il y a l'énorme débat sur la dette climatique. Est-ce que les pays du Nord, qui sont les pollueurs historiques, doivent payer plus que les pays du Sud, qui sont les premières victimes ? Et enfin, comment on fait pour définir un objectif qui soit juste et équitable pour chaque nation ? C'est un vrai casse-tête. Ce qui nous amène à la question finale, et elle est vertigineuse. Face à cette tragédie des biens communs, face à cette logique du chacun pour soi du passager clandestin, est-ce qu'une coopération mondiale est même possible ? Ou est-ce que le vrai dilemme, c'est que la souveraineté nationale, le droit de chaque pays à décider pour lui-même, est au fond incompatible avec la survie d'un bien commun planétaire ? La réponse qu'on apportera à cette question déterminera notre avenir à tous.